partout, les vendeurs veulent plus d'argent pour leur maison, payer moins cher de commission. Comment en ce moment ton agence, elle évolue? On se revoit pas. On va se revoir chez le notaire. C'est une question qui en découle, mais j'imagine que la plupart des gens se posent avant d'acheter une maison. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une sommité au niveau immobilier au Québec, François Macaille. Oui, merci Adam, ça va bien? Bien, merci. Et toi? Oui, merci beaucoup de me recevoir dans ton superbe condo. Merci à toi. Je dois dire que c'est très joli ici, puis la vue sur le centre-ville, là, c'est fantastique. C'est merveilleux. Ouais. Puis on a une belle journée aujourd'hui avec la neige qui tombe dehors, là. C'est de toute beauté. Bon, c'est une vraie journée d'hiver, on va dire. Exactement. Comme il nous en manquait pas mal. Il en manquait pas mal, mais je me plaignais pas parce que moi, je suis plutôt un gars d'été. Alors, parfait. J'aime le soleil. Parfait. Alors, je vais juste expliquer un peu le processus. Parfait. On va diviser le podcast en deux parties un peu plus courtes pour les gens qui nous écoutent. Oui. Première partie, on va parler bien sûr de toi, de la gestion de ton agence immobilière. Oui. Et ensuite, deuxième partie, ça sera plus l'évolution du marché, un peu ta vision sur le futur, ta définition un peu de l'immobilier. Parfait, excellent. Donc je vais te présenter rapidement. Oui. Donc, 26 ans, pratiquement plus de 26 ans en carrière en immobilier, Oui. presque 15 ans à la tête de ton agence, le Exact. Macaille. Oui. Ma première question qui en découle, c'est quel est ton secret pour avoir une telle longévité? Eh bien, la passion. Alors, quand tu es passionné de ce que tu fais, à ce moment-là, il n'y a pas rien qui t'arrête parce que moi, me lever le matin, ça n'a jamais été un problème. Le cadran part, mais souvent, il part même pas parce que je me lève avant. Mais par mesure de précaution, je le mets toujours. Mais je me lève, puis je suis tout le temps de bonne humeur. alors moi, c'est pas compliqué. Je me lève, je suis content d'aller au travail. Puis c'est drôle, je veux dire, ma mère, des fois, elle aime ça dire aux gens qu'elle côtoie, quand ils disent Micheline, ma mère c'est Micheline, il dit ton fils, il est comme toujours de bonne humeur. Comment ça? Elle dit, c'est parce que quand il était jeune, ça c'est son histoire qu'elle aime conter aux gens. Okay. Elle dit, quand il était jeune, quand il avait 8 ans, il n'était pas de bonne humeur, puis il chialait, puis elle dit, je l'ai mis dans sa chambre. Elle m'a mis dans ma chambre, qu'elle dit. Elle m'a mis dans ma chambre, puis elle dit, quand tu vas sortir, quand tu seras de bonne humeur. Puis elle dit, je suis ressorti de ma chambre 1 heure plus tard, j'étais de bonne humeur, puis depuis ce temps-là, je suis de bonne humeur. c'est l'histoire de ma mère. Mais bref, moi, chaque matin, je me lève, je suis heureux parce que je m'en vais accomplir ma mission, je m'en vais travailler dans un domaine qui me passionne. Ce qui me passionne le plus, au-delà de tout ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de courtiers immobiliers qui ont du succès. En fait, c'est toujours de se surpasser. Alors, c'est toujours de dire comment je peux faire pour que ma business soit qu'on soit plus productif, qu'on offre un meilleur service à la clientèle, qu'on soit plus performant. Alors, donc, toutes les facettes de l'entreprise, on veut les améliorer. Puis à chaque jour, je me dis, OK, je me couche en me disant, je vais faire ça, OK, je pourrais améliorer ça, c'est vrai, il faut que je pense à ça, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Alors, le secret de la longévité, puis c'est drôle que tu m'en parles parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, je pense, la semaine dernière. Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est que, dans le fond, moi, quand j'ai commencé avec ma mère, justement, en 97, donc c'est ma 27e année. Quand j'ai commencé avec ma mère en 97, on a fait 5 ans ensemble. Principalement, je travaillais avec les acheteurs au départ. Okay. Alors donc, j'étais ce qu'on appelle en anglais, on dit un buyer's agent, un agent, un courtier d'acheteurs. Et j'aimais ça parce que, dans le fond, quand tu travailles avec un acheteur versus un vendeur, tu es dans un niveau de vibration plus élevé. On dit c'est plus... Règle générale, c'est moins stressant, c'est plus agréable, c'est plus positif. Parce qu'un acheteur est content, excité d'acheter une maison. C'est un beau projet, souvent un projet de couple aussi. Des fois, c'est le seul, mais c'est un beau projet. C'est un projet, c'est le fun, on va s'acheter une propriété, puis on visite, parce que c'est beau, elle est belle la maison, on se voit vivre ici. Donc, il y a beaucoup d'émotions positives qui se dégagent de l'achat d'une propriété. C'est ça que j'allais te dire, c'est le côté acheteur.
c'est beaucoup plus positif que le côté vendeur. Tout à fait. Beaucoup plus positif parce que l'achat, c'est ça, on rentre dans le projet d'une personne, d'une famille, d'un couple et on fait partie de ce projet-là. Puis quand on le mène à bien, donc quand l'achat, la transaction se réalise, quand l'offre d'achat est acceptée, que les conditions sont finalisées, des fois, moi, j'ai eu à plein d'occasions, j'ai eu des gens, j'étais content avec eux, eux étaient contents, moi, j'étais content. Puis là, ben on se disait, il me disait, ben là, François, quand est-ce qu'on se revoit? C'est ça. Là, on se revoit pas. On va se revoir chez le notaire. On se revoit dans 5 ans pour la deuxième. C'est ça. C'est comme dommage parce que des fois, c'est comme, on a tellement eu une belle expérience à travailler ensemble puis à acheter une maison. C'était plaisant, c'était agréable. Mais effectivement, on ne se revoit plus. Moi, je dois continuer ma carrière. Je dois continuer à servir d'autres clients. Et fait que c'est une expérience très positive. Par la suite, quand ma mère elle a pris sa retraite, j'ai commencé à travailler davantage avec les vendeurs. J'ai vraiment... donc, elle est partie en 2002, fin 2002. C'est là que j'ai démarré mon équipe de mon garage. Wow. C'est drôle parce que j'ai vu un post il y a une couple d'années qui disait que genre Steve Jobs avait parti ça dans son garage, Jeff Bezos a parti ça. Il dit to start a great business, you need to start it in your garage. Puis moi, ben c'est ça. C'était ça en 2002. En 2001, j'ai fait l'acquisition de ma propriété qui était ma propriété familiale pendant un bon bout de temps. Et donc, il y avait un garage, puis je me suis installé, j'ai ôté la porte de garage, j'ai mis une porte, puis j'ai mis une fenêtre, puis j'ai mis 2 bureaux, moi puis mon adjoint. Puis on a commencé, je me suis trouvé une adjointe, en fait, qui était la blonde d'un de mes chums. Puis elle est venue travailler chez moi, fait qu'elle travaillait tous les jours là, dans ma maison, dans le garage. Puis c'était très agréable pour 2 ans. Après ça, c'est devenu trop petit. Ouais. Puis on a dû changer. Mais à partir de ce moment-là, juste à revenir, c'est que quand ma mère est partie, moi, ce que j'ai fait, elle avait beaucoup de succès. C'était la courtière numéro 1 sur l'île de Montréal chez Remax. Alors, quand je suis arrivé, moi, je voulais aussi avoir du succès comme elle. Puis, ben, on a dit, on va travailler ça ensemble. Puis, même que son meilleur classement, ça a été 2e au Québec chez Remax. Puis là, j'ai dit, ben, il faut être premier. Mais là, les premiers étaient tous en équipe. Fait que moi, ça m'intéressait de voir c'était quoi ce phénomène-là d'équipe, comment ça fonctionnait. Et ce que j'ai su, en fait, c'est qu'il fallait générer assez de business pour pouvoir engager un courtier qui s'occupe de l'excédent de clientèle qu'on n'est pas capable de servir, justement. Puis quand tu fais ça, ben souvent, pour la majorité des courtiers qui forment une équipe, le chef d'équipe va s'occuper de la mise en marché des propriétés, donc rencontrer les vendeurs. Fait que pendant mes 5 premières années, j'étais plus côté acheteur. Par la suite, je suis tombé plus côté vendeur. Fait que encore là, je me tanne pas parce que donc je suis dans le milieu qui me passionne. Puis là, je travaille davantage avec les vendeurs. Fait que mon rôle commence à changer. Puis je me perfectionne à travailler avec les vendeurs. Cependant, effectivement, comme on mentionnait tantôt, l'achat est très positif. La vente, sans dire que c'est négatif, mais c'est une vibration un petit peu plus, plus basse, si on veut, parce que on a l'enjeu du prix. Est-ce qu'on est capable d'avoir un certain prix? Là, il y a l'enjeu de la commission. Le courtier coûte cher. La commission, c'est cher. Les gens sont comme « wow ». Tu sais, j'ai des gens des fois qui m'ont dit « hey, tu vas gagner 6 mois de salaire 6 mois de mon salaire en une journée. » C'est pas une journée, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais effectivement, les montants d'argent sont quand même plus substantiels, mais il y a beaucoup de dépenses reliées à ça. Quand tu opères ça à un niveau d'une vraie entreprise, ben, il y a des dépenses de publicité, de marketing, de personnel, etc. Donc, mais oui, c'est des bons montants. Fait que c'est sûr qu'on traite avec les gens qui vont vivre cette situation-là. Puis des fois, ben, la vente n'est pas toujours pour une bonne raison. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème financier, ça peut être... Donc, des fois, c'est plus difficile. Puis, les gens, bien sûr, quand ils reçoivent des gens chez eux, il y a comme une intrusion aussi qui se fait dans la maison. Puis, souvent, ben, malheureusement, on voit que des gens peuvent être affectés par le fait que leur maison ne se vende pas assez rapidement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que les gens n'aiment pas ma maison? Pourtant, telle personne m'avait dit, si jamais tu vends ta maison, moi, je vais te l'acheter. Mais ça, j'entends ça souvent. Je me suis fait dire ça, puis là, quand on met la maison en vente, il n'y a plus personne qui est là. Bref, le prix, gros impact parce que les gens sont majoritairement un petit peu biaisés.
parce que c'est leur propriété, ils l'aiment. Fait que souvent, ils vont être portés à dire des choses comme ben là, ma maison est plus belle que celle-là. T'sais, l'autre s'est vendu 700 000, mais la mienne est beaucoup plus belle, la mienne est plus grande. Alors que des fois, souvent, il n'y a pas vraiment de grande différence, surtout pas une différence de 100 000. Il y a cet aspect émotionnel, comme Oui. tu l'as si bien mentionné. Un vendeur est très souvent affecté par sa maison s'il a vécu plusieurs années dedans. Au moment où il la vend, c'est sûr qu'il y a cet aspect émotionnel qui rentre en compte. Tout à fait. Alors, il y a de la laisser aller. Alors, des fois, si la raison, elle est, par exemple, un changement de travail, je donne un exemple, quelqu'un qui part de Québec, qui s'en vient à Montréal, ou vice-versa, ben des fois, ça va être quelqu'un qui a vécu longtemps puis qui doit déménager par contrainte, pas par plaisir, si on veut, plus par contrainte. Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, la personne, elle risque d'être un peu plus affectée parce qu'elle dit, ben je voulais pas vraiment me défaire de la maison, mais là, j'ai pas le choix. J'ai travaillé avec un couple l'an passé, justement, qui, eux, étaient très, très, très affectés parce que le départ des enfants, ça, on voit ça souvent, un couple ils ont les enfants à la maison, les enfants quittent la maison, puis là, à ce moment-là, ils sont comme, OK, la maison est clairement trop grande pour nous. Souvent, ils vont faire 1 an, des fois 2. Là, ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de cet espace-là? Est-ce qu'on veut maintenant passer à un autre stade de notre vie? Comme par exemple, ce couple-là, il demeurait dans une maison, un cottage, une maison à étage détachée. Et ils ont dit, bon, ben là, la maison est trop grande, on ne sert plus des chambres, tout est vide, il y a beaucoup trop de pièces. Puis, je pense que ça nous tenterait peut-être d'aller essayer la vie de condo avec un gym, avec une piscine, avec à l'île des Sœurs. Fait que donc, changement complètement. Fait que ça leur tentait d'essayer ça. Ils voulaient vivre cette expérience-là, mais en même temps, ils étaient tristes de vendre la maison familiale parce que là, c'est là les souvenirs, puis tout ça, tout est là. Alors oui, on travaille, fait qu'on gère beaucoup d'émotions aussi. Fait que les courtiers immobiliers vont souvent dire qu'il y a beaucoup de psychologie. On est aussi, on agit comme psychologue un petit peu avec les gens parce que c'est très émotif. Puis la vente, ben c'est ça, c'est à un autre niveau, souvent un petit peu moins joyeux. Maintenant, par la suite, ben, je suis devenu chef d'équipe. Comme je disais, j'ai commencé avec un courtier. Tranquillement, je suis passé de Remax à Sutton parce qu'avec mon bureau de Remax où j'étais, la compagnie, c'est une compagnie formidable, Remax, mais le bureau où j'étais ne me permettait pas de pouvoir grandir une équipe. Donc, j'ai dû changer de bureau parce qu'ils ne me l'ont pas permis à ce moment-là. Et je suis parti au groupe Sutton. Puis là, ben, je suis passé de mon garage à un vrai local commercial et avec quelques employés et plus de courtiers. Donc là, je suis vraiment devenu un chef d'équipe. Fait que j'étais passé d'un agent d'acheteur, un courtier d'acheteur, à un courtier de vendeur, à un chef d'équipe. Fait que, donc, ça a toujours continué d'évoluer. Fait que, probablement une des raisons pour répondre à ta première question, c'est que j'ai toujours continué d'évoluer en tant que courtier. Puis, j'ai varié les activités que je faisais. Alors, donc, chef d'équipe, par la suite, propriétaire d'une agence immobilière, par la suite, l'expansion de l'agence immobilière, ce qui a fait en sorte que ça me garde toujours occupé. Puis aujourd'hui, ben, j'ai, je dirais le privilège, j'oserais dire le privilège de pouvoir travailler dans différents aspects de ma business qui me plaît, puis je vais encore rencontrer des clients. En fait, pour moi, c'est plus facile probablement d'aller rencontrer des clients que de faire de la gestion au bureau. Donc ça, c'est l'affaire qui est un petit peu plus, pour moi, plus demandant, de m'asseoir tranquillement, puis soit d'analyser des chiffres, de mettre des plans d'affaires en place. Tout ce côté-là que je dois faire, je le fais, mais des fois, je vais dire, hey, je vais aller voir un client, puis ça, c'est plus dans mon élément. J'allais rebondir sur ça, Ouais. Ça en découle par la suite. J'allais te parler de la gestion de ton agence. Ouais. Donc, tu as commencé, comme tu as dit, très belle histoire dans ton garage avec ton adjointe. Comment, en ce moment, ton agence, elle évolue? Comment tu te vois grandir entre le moment où tu étais dans ton garage à maintenant, je ne sais pas combien tu as de courtiers qui travaillent pour toi, mais c'est une évolution assez extraordinaire. Oui, en fait, puis c'est quand même...
l'évolution, elle s'est faite de façon constante toutes les années, surtout à partir de 2007. Puis la raison pour cela, c'est que dans une équipe, il faut être capable de fournir la clientèle à nos courtiers. Et le personnel administratif pour qu'il s'occupe des tâches qui ne nécessitent pas un permis de courtier immobilier. Donc, dans notre concept d'équipe, on dit toute tâche qui ne nécessite pas un permis de courtier va être effectuée par quelqu'un qui n'a pas de permis de courtier. Puis, on va se concentrer, nous, sur les tâches. Les courtiers vont se concentrer sur les tâches qui nécessitent le permis qu'eux seuls peuvent faire. Alors, c'est les tâches les plus payantes aussi. Alors, donc, dans l'équipe, dans notre concept, il fallait vraiment... pour avoir beaucoup de courtiers, il faut de la clientèle. Alors ça, c'est le plus difficile à acquérir. Puis à un certain moment donné, beaucoup de courtiers en équipe, ils ont une limite parce qu'ils atteignent une plaque tournante ou un plateau où ils sont plus capables. Il n'y a plus de clientèle. Puis moi, en fin 2006, j'ai suivi la formation de Craig Proctor, qui était le courtier numéro 1 au monde chez Remax, qui a parti un programme de coaching là, dans les années 80, fin des années 90. Et en fin 2006, j'ai assisté à une conférence à Chicago qui a changé ma vie. J'ai appris par Craig Proctor comment générer des leads qu'on appelle des prospects, donc des clients potentiels, faire lever la main à des acheteurs et des vendeurs qui disent « Moi, j'ai peut-être de l'intérêt dans l'immobilier ». Ensuite, on va aller les questionner, puis on va aller leur parler, puis voir où ils en sont dans le processus d'achat qui, en temps normal, dure 6 mois. Donc, quand j'ai appris de Craig Proctor comment générer beaucoup de clientèle, ça m'a permis de passer mon équipe de 3 personnes à 9 personnes en 2 ans. Ce qui faisait de nous, en 2009-2010, une des plus grandes équipes au Québec. Puis, par la suite, c'est là que j'ai pris la décision d'ouvrir Groupe McCabe parce que la formation, c'était plus mon bureau qui me la donnait, Groupe Sutton, puis je voyais pas personne au Québec qui pouvait vraiment m'aider au stade où on était, là, sans modestie. Là. Mais donc, j'ai été chercher de l'aide à l'extérieur dans le programme de coaching de Craig. Puis à ce moment-là, en ayant découvert des astuces, des stratégies pour générer beaucoup de leads, ça me permettait de pouvoir engager le nombre de courtiers. Puis là, c'est là que la croissance s'est mise à accélérer. Puis en fait, quand j'ai acheté mon immeuble, ça aussi, vu que ça a coûté très cher, je m'étais dit, il faut payer ça. Alors, il me faut plus de courtiers, il faut que je grandisse mon entreprise. Et on est monté quand même jusqu'à 50 courtiers en 2016. Puis en 2016, j'ai fait, il arrive tout le temps des petites affaires. Des fois, en fait, jusque-là, je me disais, il n'est rien arrivé dans ma vie. Il va falloir que je prenne une débarque à un moment donné. Puis là, j'ai eu ma débarque. J'ai eu une mauvaise association avec le groupe Sutton, malheureusement, qui a vraiment tourné, très mal tourné. Et j'ai pu réouvrir mon agence que j'avais perdue pendant un certain temps. Donc, à l'été 2017, j'ai réouvert avec à peu près 13 courtiers. Alors, donc, j'étais passé de 50 à presque 300 courtiers à 13. Là, je recommençais. J'ai dû rebâtir mon entreprise une deuxième fois à partir de l'été 2017. Et là, 6 ans plus tard, là, on est rendu 92. Alors, donc, là, on a remonté ça, on a remonté la pente, on a grandi. On a maintenant des bureaux à Trois-Rivières, à Granby et à Québec. Et bien sûr, un bureau à la Chine. Puis on a une équipe aussi sur la Rive-Sud, l'équipe de Lisa Lavie, qui, elle, a son bureau à Châteauguay. Donc, on est présentement en pleine expansion. J'ai décidé en 2015-2016, à 50, c'était une évolution graduelle normale, je dirais. Puis, je forçais pas tant la note là-dessus, un petit peu, mais là, vraiment, à partir de 2019, je dirais, 2019-2020, c'est là qu'on a poussé. Puis, la COVID, durant le temps de la COVID, beaucoup de gens cherchaient justement du support. Puis moi et mon agence, on était en mesure de donner beaucoup de support aux gens. On a mis un programme de coaching et d'encadrement en place que les courtiers adorent. Puis ça a fait en sorte qu'on a pu attirer beaucoup de gens vers nous. Puis présentement, de plus en plus. On continue comme ça. C'est une super belle histoire. Merci. Sur le côté terrain, j'avais envie de te poser une question au niveau de tout ce qui est terrain, visite. Est-ce que toi, tu es plus dans la psychologie de montrer un peu à tes courtiers comment faire leur visite, comment gérer leur affaire, ou tu leur laisses vraiment une liberté au niveau de leurs clients? Alors, il y a une des choses qu'on doit savoir, c'est qu'au groupe Mackay,
Il y a des courtiers indépendants, solo, qui travaillent seuls ou dans d'autres équipes, comme l'équipe de Trois-Rivières, Granby. À Granby, il y a 2 équipes. L'équipe de Lisa Lavie à Châteauguay. Puis moi, j'ai ma propre équipe. Donc, dans mon équipe, c'est officiel que tous les courtiers, on va leur montrer, on va leur enseigner toutes les étapes du moment qu'on génère un lead au moment où on fait la rencontre initiale, les visites, la sélection des propriétés, les visites de propriété, l'offre d'achat. Tout est analysé et on va leur montrer tout ça parce qu'on veut qu'ils deviennent excellents à vendre des propriétés. D'excellents courtiers immobiliers. Maintenant, pour mes courtiers indépendants, on va leur offrir la même chose, mais il n'y a pas d'obligation. Parce qu'un courtier immobilier indépendant, c'est un travailleur autonome à son compte qui utilise l'agence Groupe Mackay comme véhicule pour bâtir sa carrière. Puis moi, je lui fournis tous les outils qu'il a de besoin, le coaching, tout ça, mais c'est le courtier qui décide est-ce que je le prends ou je le prends pas. Okay. Fait que j'ai certains de mes courtiers indépendants, des fois je les appelle, t'es-tu toujours en vie? Ils ne m'appellent pas, ils me dérangent. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais ils font leur affaire, ils font leur vente, ils font leurs choses par eux-mêmes. Puis c'est correct, ils ont choisi ce métier-là aussi pour la liberté que ça peut offrir. Alors, fait qu'il y en a qui c'est comme ça. Ceux qui travaillent dans une équipe, c'est sûr que dans l'équipe, c'est comme go, go, go. On veut des résultats, on veut être les meilleurs. Donc, il y a un plus grand encadrement, puis on cherche vraiment à se surpasser tout le temps. Parfait. Une chose, en préparant le podcast, tu sais, j'étais bien sûr sur votre site web, etc. Il y a une chose qui m'a interpellé, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je voulais te la poser. Ouais. Vous offrez 10 000 $. Oui. Si vous ne vendez pas la propriété dans les conditions ou au prix demandé. Au prix discuté, ouais. OK. C'est assez atypique comme demande. Est-ce que c'est toujours d'actualité de votre côté? Tout à fait, oui. Okay. C'est un programme de satisfaction. Alors, notre association ne veut plus qu'on fasse de garantie. Alors, j'ai sorti un programme de satisfaction. C'est certain que une des choses que j'ai appris justement dans le programme de coaching de Craig Proctor en 2007, c'est de se démarquer parce que tous les courtiers offrent souvent la même chose, soit une évaluation gratuite de votre propriété. Alors, donc, comment qu'on peut se démarquer? Parce que tout le monde est fin, tout le monde travaille fort. Tu sais, je suis disponible 24/24, je travaille fort, je suis intègre, je suis professionnel. C'est les mêmes qualificatifs. Alors, donc, ça nous prend ce qu'on appelle en anglais, on dit Unique Selling Proposition, proposition de vente unique. Alors, comment qu'on peut avoir une proposition de vente unique? Il faut en trouver une, puis il y a différentes façons. Moi, au départ, c'était votre maison vendue garantie où je la jette pendant plusieurs années, jusqu'en 2022. Donc, il y a 1 an et demi, ils nous ont interdit de faire ça. OK. Avec la surchauffe du marché, il y a eu trop de plaintes quand les maisons s'envolaient à 100 000 au-dessus du prix demandé. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes dans ces moments-là. Notre association, elle a réagi en essayant de dire, regarde, faut éviter les conflits d'intérêts ou l'apparence de conflits d'intérêts. Il faut être plus blanc que blanc. Alors, donc, puis ça, ils jugeaient que c'était peut-être quelque chose, mais c'était une proposition de vente unique avec un contrat puis qui avait été vérifié plein de fois par notre association qui était très professionnelle. Donc, c'est une vraie offre que j'offrais. Maintenant, programme de satisfaction, le 10 000, c'est vraiment simple. Ce qu'on dit aux propriétaires, regardez, vous voulez, mettons, 800 000 $. Si je ne l'obtiens pas, le 800 000 $, fait que moi, oui, c'est 800 000 $, c'est parfait. Je peux faire ça. J'ai un programme ici, puis il y a des taux de commission variables. OK. Puis le programme, c'est dans ce taux de commission-là. Puis si je ne l'atteins pas, fait que dans le fond, le taux de commission, c'est un taux de commission un peu plus élevé parce qu'il y a plus de il y a plus de dépenses. Puis moi, c'est simple. Je le dis à tous mes clients. Vous voulez que je dépense plus en marketing pour aller chercher plus d'acheteurs, pour en trouver un qui va vous donner plus d'argent? À ce moment-là, plus je prends de risques, plus le taux de commission va être élevé. Moins je prends de risques, plus le taux de commission va être bas. Alors donc, dans ce programme-là de satisfaction, le taux de commission est un petit peu plus élevé. Puis là, on dit, regardez, si je l'atteins, j'ai ce taux-là, puis sinon, je vous remets 10 000 $ sur la commission, en rabais de commission. Parfait. Très clair. Très clair. Et voilà. Parfait. Donc, on va finir cette première capsule vidéo. Merci. Et on passe à la deuxième. C'est ça. Excellent. On se revoit bientôt. Exactement. OK.